Bonjour, je suis Philippe Ram, je suis architecte, je suis suisse, j'ai étudié à l'EPFL à Lausanne et j'ai exercé pendant un certain nombre d'années en Suisse et après en 2005 je suis parti à Paris et j'ai ouvert mon bureau, Philippe Ram Architecte, et on travaille sur des projets d'urbanisme, d'architecture, de paysage et à tous les niveaux, à toutes les échelles et à tout type de programme. Très bien, merci. Euh, dans votre pratique professionnelle, est-ce que vous utilisez la caméra thermique? C'est un outil pour vous? Alors, je dirais que à la base, c'était mon intérêt était de dire que ce qui était important en architecture, c'était finalement le climat. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on crée de l'architecture, pour être à l'abri de la pluie ou du froid ou du chaud. Et donc, finalement, on n'avait pas les outils pour faire ça, parce qu'on a des outils esthétiques, on fait des photos de bâtiments, et comme si c'était des tableaux, comme si c'était visuel, alors que l'intérêt de l'architecture, c'est d'être à l'intérieur de l'espace. C'est pas de montrer une peinture ou une forme. Donc il manquait l'outil, il manquait l'outil de représentation de ça. Et donc la caméra thermique est bien plus un outil d'architecte, puisqu'on arrive à cartographier, à capter en fait la nature même de l'espace dans lequel on est immergé par la peau, parce qu'on est des êtres sensibles, animaux, et on est immergé là-dedans. Et c'est ça tout l'enjeu de l'architecture, c'est vraiment de définir cette qualité spatiale. Et est-ce que, par exemple, vous utilisez ce genre de petite caméra thermique ou vous avez une super caméra? Qu'est-ce que vous utilisez en fait comme outil? Alors, en réalité, au départ, moi, j'ai ce projet d'utiliser la caméra thermique depuis très longtemps, je dirais en 2002, et simplement le coût était exorbitant aussi. C'était même des coûts de location, je me souviens à la journée, c'était exorbitant. Donc j'ai jamais pu faire ça. Et puis progressivement, en fait, il y a quelques années, les coûts ont chuté. Et là, j'ai commencé par des petites caméras sur le smartphone, mais qui étaient un peu fragiles. Et puis après là, maintenant, j'ai une caméra à FLIR C3. Voilà. Et en fait, ça c'est très pratique parce que c'est solide, hein, on peut la mettre partout. Et donc j'utilise ça et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas besoin, en réalité, il n'y a pas besoin vraiment de quelque chose de plus performant que ça. D'accord. Vous pouvez nous dire, en gros et assez simplement, venez ici, comment marche cette caméra thermique? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, le spectre, la lumière les ondes électromagnétiques compose l'espace. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. L'espace, il est fait de la chimie de l'air, hein, s'il y a des polluants, s'il y a de l'oxygène, de l'azote, différents gaz, mais il y a aussi plein d'ondes électromagnétiques qui nous traversent, hein, qui arrivent sur nous. Et donc, on peut, donc, il y a le spectre électromagnétique, il est dans le visible entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ça, c'est ce qu'on voit, ce que la rétine voit. Voilà. Les oiseaux, par exemple, voient un peu plus large, en fait, ou le chien, il voit plus petit, ou voir la souris, elle voit qu'une seule couleur, qu'un seul spectre. Donc, tout le monde, tous les animaux ont des visions du monde totalement différentes. Et ça, c'est assez fou de se dire qu'on voit absolument pas du tout le monde comme un chien, quoi, aussi au niveau des couleurs. Oui. Et donc, après 800 nanomètres, enfin, en dessous de 400 nanomètres, c'est les ultraviolets. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, c'est les infrarouges. Et pourquoi on relie les infrarouges à la chaleur? C'est essentiellement parce que nous, on est composé d'eau, et plus les longueurs d'onde sont grandes, plus ça va dans le rouge, les infrarouges, plus ces ondes-là activent l'eau. Et c'est pour ça que ça nous chauffe, par exemple, quand on reçoit des infrarouges. Oui, c'est une sensation de chaleur, en fait. Exactement. Voilà, c'est un phénomène physique. Physique, en fait, c'est parce que, par exemple, si on met du violet, on s'expose à la figure au violet, on va rien sentir. Ça va rester froid. Par contre, plus on va aller dans le rouge, plus on va sentir avec la même intensité, la même énergie. Et puis, ça va jusqu'au micro-ondes où on réchauffe nos aliments. Là où, carrément, l'eau, elle bouge très vite, parce qu'elle est excitée par des infrarouges très lointains, en fait. Et alors, ce genre de petite caméra où on voit en fait que
il y a deux objectifs. Comment fonctionne-t-elle? Venez peut-être là un peu dans la lumière. Oui, alors en fait, la caméra là, elle a deux. Il y a un objectif infrarouge. Alors, les infrarouges qui sont pris par cette caméra, c'est à la différence des infrarouges argentiques. Les infrarouges argentiques, ils étaient très proches du rouge, en fait, dans les Vous voulez dire les infrarouges qui étaient captés par les pellicules infrarouges que l'on mettait dans les appareils à l'époque. Voilà. Cela. Ça, c'est un appareil numérique. Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus loin dans les infrarouges. Ok. En fait, ça va plus loin dans que ce qui était capté dans les anciens appareils. Très bien. Et donc, ça capte, en fait, ces longueurs d'onde, et avec cet objectif. Et puis, il y a un deuxième qui est, en fait, un objectif de contrôle. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour les architectes, mais aussi pour les ingénieurs, si on veut voir où passe le tuyau d'eau chaude, s'il y a une fuite, par exemple, on peut repérer où se trouvent les poutres derrière un mur, ou des choses comme ça. En fait, l'objectif normal, il est juste pour qu'on sache ce qu'on a pris, c'est pour se souvenir, en fait, de ça. Donc, c'est ça. Et puis après, on peut obtenir soit un background sur cette photo-là. Ouais, donc là, c'est que l'infrarouge. D'accord. Ici, par contre, ici, c'est la superposition des lignes du visible avec d'une photo numérique normale, entre guillemets, voilà. Et de l'infrarouge. Voilà. Parce que sinon, on voit que les tâches, on voit pas du tout les lignes. Oui, d'accord. D'ailleurs, il y avait souvent des décalages un petit peu. Là, on fait des petits décalages. Oui, bien sûr, ouais. Et comment, tout d'un coup ou pas, vous est venue l'idée de changer de cible en quelque sorte? Vous avez une utilisation très professionnelle de la caméra thermique, et puis là, vous vous êtes mis à photographier des gens, vos proches, des connaissances. Comment c'est venu cette idée? Alors, je dirais, je me souviens plus quel est le premier portrait que j'ai fait. Bon, après, c'est un peu peut-être. On va les voir un petit peu. Peut-être un peu comme ça, mais en fait, ce qui m'a semblé intéressant, très intéressant, je dirais que en fait, le portrait, c'est une figure de style. Enfin, c'est un genre, en fait. Oui. Et donc, on peut dire qu'à chaque époque, il y a eu, on a pu peindre selon certaines techniques, représenter les gens selon certaines techniques. Et puis, bien sûr, qu'il y a eu la photo, qui a eu un certain succès avec les portraits. Et puis, j'ai pensé aussi, par exemple, à Andy Warhol qui fait avec la sérigraphie des portraits. Donc, en fait, c'est d'une certaine manière le portrait change au cours de l'histoire, lié à la matérialité du support avec lequel on représente les choses, comme la sérigraphie pour Andy Warhol qui arrive à ce moment-là. Et ben tout d'un coup, ça présente une figure de l'être humain qui est différente de celle peinte avec des peintures à l'huile et encore des peintures à d'autres. Voilà. Et donc, ça m'a semblé intéressant de faire finalement une galerie de portraits de personnes au XXIe siècle. Et ça me semble presque plus actuel, en fait. Je veux dire que les photos, les photos des personnes, c'est très XXe siècle. C'est un peu daté. C'est un peu old fashion. Voilà. Et parce que ça incarne le XXe siècle. C'est lié à ça. Je dirais qu'au XXIe siècle, à un moment donné, il y a l'outil qui change, parce qu'on a cette possibilité de faire ça, qu'on avait moins avant. Et ce qui change aussi, c'est que tout d'un coup, ça se relie avec des problèmes actuels, que ça soit le réchauffement climatique ou que ça soit la fièvre liée dans une pandémie. On va repérer les gens dans la fièvre. Et donc, pourquoi c'est un peu étrange qu'il y ait tout d'un coup à la fois l'outil et en même temps les sujets de société qui se mettent en relation. Et donc pour moi, il y a une dimension très actuelle et une forme de réactualisation. C'est pour ça que l'exposition s'appelle Portrait du XXIe siècle, parce que c'est le style, d'une certaine manière, du XXIe siècle. Alors ça peut effectivement faire allusion aussi à une très fameuse série d'August Sander, qui s'appelait les hommes du XXe siècle, au début du siècle dernier, qui avait un propos aussi sériel comme ça, presque encyclopédique. Mais lui, à l'époque, il n'avait pas les réseaux sociaux, il n'avait pas les facilités, parce que vous les partagez, ces images. Elles ont une valeur d'usage. Vous les faites,
voir au plus grand nombre. C'est une espèce de journal de bord. Oui, je dirais que en fait, je les présente sur Instagram et c'est un peu, je suis arrivé très tard sur Instagram. Je suis arrivé très tôt sur Facebook ou Twitter, mais je suis arrivé très tard sur Instagram parce que finalement, c'est pas un moyen, c'était pas un outil qui correspondait à ma pratique, puisque moi, en tant qu'architecte, ce qui m'intéresse à l'origine, c'est la question de l'invisible, c'est la matérialité de l'espace lui-même. Donc, ce que je disais, je décrivais la chimie, la qualité presque sanitaire de l'air ou des ondes électromagnétiques. En fait, ce qu'on respire, enfin, ce qui nous touche la peau, voilà, c'est cette qualité réelle de l'architecture. Et donc, Instagram et les photos correspondent pas du tout parce que je ne m'intéresse pas aux formes d'un bâtiment comme ça, enfin, d'un point de vue visuel, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, en fait, j'avais rien à dire sur Instagram. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ces portraits et puis ces paysages et comme ça étaient une solution d'occuper ce média d'Instagram avec quelque chose qui correspondait, qui avait un sens pour ma pratique d'architecte par rapport à ce que je faisais. Comment vous choisissez les personnes que vous allez photographier, thermographier en quelque sorte? Et est-ce que vous les prévenez que ce ne seront pas des photographies habituelles? Comment vous faites? Alors, j'ai photographié, en fait, au départ, c'est un peu des amis, des gens que je côtoie, des gens proches. Dans la lumière, peut-être. Oui, alors là, par exemple, ça c'est un philosophe, Maurizio Ferraris, que j'admire beaucoup, philosophe italien. Ouais. Donc il y a un mélange de personnes qui me sont, tout le monde est proche, hein, tout le monde, c'est des gens qui sont proches et avec des pratiques qui m'intéressent, qui sont des amis. Et je dirais que effectivement, il y a une sorte d'intérêt comme ça d'avoir ces portraits qui cartographient aussi un univers à la fois philosophique parce qu'il y a des philosophes, il y a Bruno Latour, Maurizio Ferraris, il y a des artistes, hein, il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Voilà, Philippe Parreno, Fabrice Hibert, Dominique Gonzalez-Foster, des architectes, hein, qui font l'affiche, notamment de l'exposition, et puis des curateurs d'art, Samuel Gross, Marc-Olivier Valère, des artistes suisses comme Didier Rittner ou Natacha Andrés, Lars Müller, le fameux l'éditeur bernois, voilà, ou alors le paysagiste Gilles Clément. Alors ça, c'est une très belle photo de Gilles Clément. Dans l'eau, en fait, cet été, en fait, en se baignant dans le Limousin. Ouais. Et voilà, ça, c'était un artiste, c'est Didier. Ça, c'est Didier Rittner. Voilà. De Lausanne. Oui, très bien. Et quelle est ou alors Peter Fischli ici. Peter Fischli, voilà, évidemment. Quelle est la réaction quand vous montrez les photos, parce que je suppose que vous les montrez après à ces personnes? Elles sont étonnées, séduites, horrifiées, décontenancées. Comment ça se passe? Alors, je dirais que peut-être la chose qui peut être un peu gênante, c'est peut-être qu'on peut voir, c'est possible qu'on voit la chirurgie esthétique. Mais non. J'ai l'impression, puisque de temps en temps, il y a des nez très froids, où il y a des choses qui sont un peu spéciales et qui font que tout d'un coup là, je vois qu'il y a peut-être un problème, que c'est peut-être pas bien de diffuser. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous supprimez la photo? Oui, je la diffuse pas vraiment parce que je sens qu'il y a un problème. Mais par exemple, bon, il y a où est-ce qu'elle est là? Oui, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Mais par exemple, il y a mon ami David Gissen ici, qui a perdu sa jambe ici. Donc on voit effectivement la froideur de. Oui, d'accord. Ça. Et c'est un architecte, un curateur qui travaille justement sur la question de l'handicap et l'architecture. Donc c'est pour ça que je suis d'accord. Ce qui n'empêche pas que de temps en temps, ici c'est un bon exemple, vous changez un peu de registre visuel. Alors, vous avez très bien développé cet intérêt pour le portrait, mais là, on a plutôt des scènes urbaines, de parcs, de nature. Ça vous intéresse aussi
Alors, je dirais que c'est un peu compliqué de prendre ça parce que dans la photothermique, en fait, ce qui arrive sur l'objectif, c'est le rayonnement en fait de l'objet. Alors, il y a des questions d'émissivité, c'est-à-dire que il faut régler d'ailleurs, si on veut être précis, Voilà. il faudrait régler l'émissivité selon le matériau qu'on va photographier. Par exemple, la peau humaine est très émissive, à 80, presque à 1, Voilà. donc il faut régler, mais de la pierre, par exemple, est peut-être moins émissive il y a des matériaux qui sont plus ou moins émissifs. Ce qui veut dire que ça peut, si c'est peu émissif, par exemple, ce qui va arriver sur nous, ça peut être le reflet du soleil, parce que si c'est très peu émissif, ça veut dire que l'objet ne capte pas les rayons du soleil, il les renvoie, il les réfléchit, et donc ça veut dire que finalement quelque chose va apparaître rouge, oui, et chaud, alors qu'en réalité il est froid, et je peux dire là. Et donc c'est pas complètement c'est un peu subtil, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, par exemple, est-ce que quand un arbre, est-ce qu'il est froid ou chaud? Oui. En fait, parce que ce qui arrive dessus, c'est le rayonnement, enfin, ce qui est réfléchi ou pas. Donc, je dirais que c'est un peu subtil. Mais il y a des très belles, ça c'est le Panthéon à Rome, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette froideur de l'intérieur, comme ça. On voit que ça fonctionne des églises quand il fait très chaud à Rome. Exactement. C'est, voilà, c'est un peu votre propos. Parce que, évidemment que là, ce sont des couleurs symboliques. Le bleu symbolise le froid, et puis après, la chaleur, le rouge, et puis le blanc. Ça, c'est une photo assez belle dans la forêt, la nuit. Comme ça, donc voilà, on a juste ce personnage au loin, voilà, en plein dans la forêt, quoi. À propos, pour ce qui est du rendu très particulier de ces thermographies, de ces photographies, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est aussi quelque part une esthétique. Alors vous êtes plutôt un scientifique, un architecte, vous voyez des températures, des gradients, mais quelqu'un qui n'est pas prévenu peut être séduit par ces compositions, le jeu des couleurs. Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors je dirais que c'est une très bonne question parce que effectivement aussi en tant qu'architecte, on doit aussi à un moment donné définir notre mode de représentation graphique. Par exemple, c'est assez intéressant dans les coupes ou les perspectives d'architectes, il y a toujours des personnages. Et il y a d'ailleurs un livre qui est sorti aux États-Unis il y a 2-3 ans qui faisait l'histoire en fait des personnages, le type de personnages qu'on trouve chez Le Corbusier par exemple. Ah oui, avec voilà, ou alors chez Adolphe Loos ou chez Mies van der Rohe. Et puis en fait on voit, ça veut dire quelque chose, ça communique sur quelque chose. Et c'est vrai que c'est presque une décision très forte d'architecte de se dire bon quel personnage, quel genre de personnage je vais mettre sur mes coupes et sur mes images. Parce que par exemple il y a une quinzaine d'années on mettait des personnages très sexy par exemple, voilà, et voilà sur vendre le projet. Voilà, et moi à un moment donné voilà, on doit se dire alors moi je vais prendre quoi comme personnage, est-ce que et on prend et puis tout d'un coup, effectivement, il y a ce personnage thermographique qui est venu que j'utilise dans tous mes dessins, que j'utilise comme personnage qui illustre dedans. Mais c'est pas que ça, c'est aussi dans mes projets. Je travaille parce que ce que ça crée, effectivement, ça crée des gradations. C'est pas très loin du sfumato de Léonard de Vinci. C'est-à-dire qu'il y a des gradations. C'est-à-dire il n'y a pas des lignes qui séparent un objet d'un autre. Non, c'est pas une ligne qui va faire une bordure. C'est des gradations comme ça, comme il faisait avec toutes ces couches de lac, de glacis superposées. Ouais. Voilà, qui faisait que finalement on voit pas de ligne. C'est une espèce de. Et d'ailleurs, c'est la réalité aussi de la photographie. Hein. Il y avait comme un photographe autrichien, un des premiers. Et qui faisait des études de gradation de lumière en expliquant effectivement que la photographie était que des gradations de noir et blanc, quoi. Bien sûr. Voilà, parce que la lumière n'a pas de, c'est des ondes, c'est des particules, si on veut voilà, dire. C'est que des dégradés de gris, entre blanc et noir. Et voilà. Et donc, cette idée du dégradé, ça, c'est quelque chose que dans mes projets d'architecture que j'emploie toujours. C'est-à-dire que tous mes projets ont toujours des gradations. C'est-à-dire, il y a toujours dans le parc à Taïwan qu'on a réalisé,
il y a des gradations du plus chaud au plus froid avec du tiède, des gradations de température. À l'exposition qu'on avait fait à Arles, à la Fondation Luma, aussi était sur des gradations entre le noir, le gris foncé, le gris clair et le blanc, comme ça. Pour refléter plus ou moins la lumière, pour créer des endroits beaucoup plus sombres. Et donc, cette idée de gradation, elle est aussi pour moi quelque chose qui sort d'une sorte de déterminisme un peu moderne ou bien ou pas bien, oui, bien sûr. Petit ou pas petit, c'est-à-dire laid ou beau. Laid ou beau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gradations et c'est l'idée que finalement chacun peut utiliser l'espace où il veut, c'est-à-dire que moi je peux me mettre ici à la lumière. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être à la lumière, il peut se mettre un peu plus là. Voilà. Et pour moi, dans mes projets d'architecture, j'ai toujours envie d'offrir cette possibilité de gradation pour dire parce que quelqu'un voudra être plus au chaud, quelqu'un un peu plus au froid, et peut-être par rapport à notre activité, être plus à la lumière pour lire ou un peu moins pour faire autre chose. Donc cette idée de gradation, elle est aussi dans mon travail d'architecte, spatialement, en travaillant sur des gradations, et puis on la retrouve bien sûr dans ces images thermiques. Très bien, d'accord. Le rendu des couleurs est extrêmement fort, les contrastes aussi. Est-ce que ces couleurs arbitraires, aussi intenses, semblent aussi correspondre peut-être à notre époque également, parce que vous instituez votre galerie de portraits du XXIe siècle. Est-ce que il n'y a pas aussi quelque chose de très contemporain avec ces couleurs fausses? Parce que ce sont des couleurs fausses. C'est des couleurs fausses. Après, effectivement, le rouge, puisque le rouge chauffe plus que le bleu. Oui. Donc il y a une petite connexion qui est juste. D'accord. Avec le monde réel. Voilà, avec le monde réel. Donc c'est très bien. Il y a ça. Ensuite, effectivement, le mode de représentation, en fait, je pense qu'on s'y habitue, en fait. Hein. Tout d'un coup, au départ, c'est un peu surprenant, c'est un peu des images, mais bon, là, on les voit de plus en plus. Hein, ça vient parce que ça correspond à plein de choses. Bien sûr. Donc, j'ai l'impression que ce mode de représentation, il est, moi, en tout cas, il m'a toujours intéressé. Mais j'ai eu le sentiment de temps en temps d'entendre des gens qui trouvaient ça pas très beau ou qui étaient un peu choqués par les images. Kitsch ou un peu déstabilisant. Oui. Voilà. Alors là, moi j'ai pas ces appréciations, je dirais culturelles. Je regarde pas ces images par rapport à ce qu'elles pourraient évoquer dans l'histoire. En fait. Pour moi, je les vois vraiment d'un point de vue scientifique, d'un point de vue thermique, et je dois dire que pour moi, il y a un peu une invention d'une nouvelle esthétique. Absolument. À cette question de l'esthétique qui correspond au XXIe siècle. Pour autant, vous fréquentez, on le voit, beaucoup d'artistes. Vous avez participé à des biennales d'architecture. Vous avez mis en scène des expositions. Vous mentionniez à l'instant aux rencontres d'art à la Fondation Luma. Mais est-ce que vous vous considérez comme un artiste? Alors, non, je me considère pas comme un artiste. Je me considère pas comme un artiste parce que déjà au niveau mon intérêt est effectivement l'espace. C'est-à-dire que c'est donc il n'y a pas l'intérêt peut-être mon champ et l'espace. Ensuite, j'ai pas c'est-à-dire que quand j'ai participé à des expositions, en fait, j'ai toujours pensé ça dans une perspective architecturale. C'est-à-dire que c'était jamais la finalité. C'était souvent des installations, mais c'était pas la finalité. C'était l'exposition était là comme un laboratoire. C'est ça. D'invention, de nouvelles idées, de nouvelles approches, comme ça. Et donc j'ai toujours pris ça comme ça. Et je dirais que là ici ces portraits c'est quelque chose comment dire qui a effectivement il y a une dimension
un moment un peu sentimental peut-être, Oui, une oui, dimension plus personnelle, et en même temps pas du tout avec le média de la photographie du XXe siècle, quoi. Donc par exemple, j'ai jamais personnalisé les choses, j'ai jamais mon architecture n'a aucun rapport avec ma biographie, je dirais. C'est ça. Je vois pas du tout. Je pense que c'est une invention un peu du XXe siècle ou des inventions un peu postmodernes où on cherche la subjectivité par rapport à certains types. Il faut qu'il y ait un auteur pour que ça soit crédible. Exactement. Moi, j'y Voilà. crois pas vraiment. Je crois que c'est un peu la manière de Karl Marx. Hein. Je pense que c'est le monde matériel, le monde technique d'une époque qui invente les auteurs. Voilà. Et c'est pas les auteurs qui inventent. Donc, je dirais que j'ai toujours refusé. Enfin, j'ai jamais mis quoi que ce soit de personnel ou sur ma vie privée ou sur ma biographie ou sur mon enfance pour expliquer quelque chose. Oui. Mais là, je dirais que effectivement, tout d'un coup, il y a un lien plus personnel avec cette galerie, mais qui est effectivement passé par cette un peu mis à distance. Mis à distance par cette question de la thermique qui fait que effectivement tout d'un coup c'est la matérialité et la technique qui domine le sujet, quoi. Très bien. Est-ce que vous allez poursuivre cette extraordinaire galerie de portraits, ou vous allez passer à autre chose, où vous vous êtes dit peut-être que cette exposition ça sera un peu un cap et puis que vous allez passer à autre chose parce que l'histoire sera dite, ou vous allez continuer? Non, je vais continuer. Hein. C'est une forme. D'ailleurs, c'est assez amusant, hein, comme ça, de faire ça. Donc, non, je fais quelque chose que je vais continuer. D'accord, très bien. Juste une dernière question. Cette photo m'intrigue avec son radiateur et montre un peu une autre activité, parce qu'en définitive, vous êtes un peu un touche-à-tout. Vous avez même conçu une ligne de vêtements, c'est exact, mais toujours dans votre philosophie climatique, météorologique. Et cette image montre un peu cette recherche, c'est juste? Oui, c'est ça. Ça, j'ai été invité pour une exposition à Rome. Et on a fait ce travail avec des designers, des jeunes designers de mode qui s'appellent About a Worker à Paris. Et en fait, je les ai invités pour travailler parce que j'avais cette idée de faire des vêtements. Je trouvais justement le vêtement, l'habit, est ultra postmoderne. C'est-à-dire que on regarde les habits énormément par rapport à des questions de signification. Bien sûr qu'il y a des questions de forme, mais aussi de signification, et à un moment donné, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de revenir à cette notion de l'habit qui est là pour se protéger du froid en hiver et de la chaleur en été, quoi. Et de revenir au plus basique du vêtement en redéfinissant, par exemple, on doit en été avoir des vêtements larges pour que l'air puisse circuler et évacuer la chaleur. Par contre, ça doit être collé en hiver pour garder les bulles d'air isolantes. Voilà. Et puis, ça va être plutôt noir en hiver pour absorber quelques rayons du soleil, plutôt blanc pour les refléter. Puis après, il y a des questions d'émissivité, des types, justement, de tissus qui vont attirer plus la chaleur, la garder, ou d'autres qui vont la refléter. Donc, en fait, toutes les décisions qui avaient été faites pour ces deux habits, une pour l'hiver, un pour l'été, étaient précisément choisies par rapport à cette qualité. D'accord. Et donc, bien sûr qu'à un moment donné, la caméra thermique devient le moyen de documenter aussi ces habits. Bien sûr. Parce que l'esthétique visuelle entre 400 nanomètres et 800 nanomètres n'a aucun intérêt en tant que tel dans ce projet-là. D'accord. C'est bien au-delà, en dessous du rouge, dans l'infrarouge notamment. Et pour finir, peut-être si vous deviez choisir, retenir une photo qui vous émeut, qui est importante pour vous, ça veut dire que aussi quelqu'un, une image qui résonne peut-être un peu plus. Qu'est-ce que vous prendriez comme ici on a presque 70 images de portraits. Quelle image
Si vous deviez montrer une image de ce que vous faites, comme ça serait laquelle? C'est Impossible à c'est dire. impossible à dire. C'est un ensemble. Parce que voilà, c'est un ensemble, c'est impossible à dire. C'est des, je dirais qu'il y a effectivement il y a il y a ces photos, ben, il y en a pas tellement. Il y a mon autoportrait et Ah oui, puis oui. le Là, portrait. montrez-nous peut-être pour Voilà. ces deux images très étranges. Racontez-nous Voilà. assez comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, effectivement, c'est tout d'un coup, pour moi, bien, le lien avec la caméra thermique était des questions d'architecte, hein, puisque en tant qu'architecte, on doit définir des climats. Mais tout d'un coup, effectivement, ça s'est mis en résonance avec les problèmes du réchauffement climatique, hein, puisqu'on Oui. sait que le bâtiment émet 39% du CO2 au niveau Voilà. global. Donc, l'architecture, elle est en première ligne Bien sûr. pour se battre contre le réchauffement climatique. Et donc, tout d'un coup, la caméra thermique s'est mise en résonance avec le réchauffement climatique. Et il y a des cartes, par exemple, toutes les cartes qui montrent les montées en température, hein, Bien en sûr. 2100 sont avec ces mêmes couleurs, entre le bleu et le rouge, où on voit comment comment la température va changer. Ça, c'était, je dirais, jusqu'en 2019, hein, Voilà. jusqu'au début 2020. Et puis, en 2020, est arrivée une pandémie qui a demandé des caméras thermiques dans les aéroports pour traverser, et puis dans les magasins, hein, donc pour mesurer en fait la température des gens qui pénètrent à l'intérieur, qui passent le seuil, et on regarde avec les caméras thermiques ça. Donc ce type d'image, peut-être encore s'est popularisé en 2020 à travers la pandémie et la question de la fièvre, hein, Oui, bien sûr. pour voir si on a la fièvre. Et donc Et là, en l'occurrence, ça est allé très loin parce que c'est presque un personnel soignant qui s'occupe de vous, Philippe Ramin. Voilà. Alors là c'est un infirmier ou une infirmière à Taïwan. Effectivement, j'ai passé 28 jours dans une chambre d'hôpital à Taïwan parce que j'étais positif au coronavirus, et comme à Taïwan, il n'y a aucun cas sur l'île, j'étais le 646e patient positif. Il n'y en avait pas eu, il y a eu pas de cas, pas seulement les malades, hein, mais de tous les positifs. Donc, on m'a isolé pour pas que je transmette le virus, jusqu'à que le virus se désactive, meure dans ma chambre qui était dépressurisée, Voilà. pour éviter que mon souffle parte dans les couloirs. Et puis voilà, donc c'est les personnes que j'ai vues pendant 28 jours, que je reconnaissais pas, hein, qui étaient couverts de triple collés, de deux ou trois paires de gants, hein, en enlevant toujours, en sortant de ma chambre, en enlevant une première qu'ils laissaient dans ma chambre pour ressortir, et qui passaient leur temps à se frotter les mains des produits. Bien sûr. Voilà. Et donc ça, je dirais que c'est deux photos avec Fabrice Hibert, avec aussi son masque. Ici, c'est des photos qui deviennent plus courantes aujourd'hui. Bien sûr, oui. Donc, c'est du vécu. Merci beaucoup pour cet éclairage, ce témoignage. Merci. Merci.